Bonsoir, merci d'être tous présents ce soir. On est super heureux de vous voir à cette conférence qui a été organisée par la Junior Entreprise et PC Durable dans le but de promouvoir un entrepreneuriat à impact fort, positif. Euh, et ce soir, elle réunit trois entreprises pour vous. Et en fait, l'histoire de cette conférence, c'est au fil des discussions avec les élèves, on s'est rendu compte qu'il y avait dans l'idée du PC1 moyen, il y a un peu d'un côté les doudounes sans manches de l'entrepreneuriat et de l'autre les Sarwell des écolos. Et du coup, on s'est dit qu'au contraire, il fallait que ces deux univers se rencontrent et qu'ils s'allient pour construire des projets ayant un impact positif, concret sur nos façons d'habiter le monde, en plus de mieux s'habiller. Euh, et bah, comment est-ce qu'on peut avoir un impact concret avec une formation d'ingénieur? C'est ce qu'on a voulu vous illustrer ce soir avec cette conférence, cette table ronde plutôt. En fait, pour revenir un peu dans l'histoire, depuis plus de 2 siècles, le monde des entreprises a une place grandissante dans notre société. C'est des acteurs importants du monde d'aujourd'hui et c'est pourquoi c'est essentiel de comprendre leur fonctionnement et leurs objectifs pour ensuite transformer en profondeur nos façons de penser ensemble et construire une société respectueuse de la vie sur Terre, tout simplement. Juste un tout petit rappel, aujourd'hui nous faisons face à de nombreux défis de taille, l'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité, la perte de sens dans nos métiers, le décalage de plus en plus important entre indicateurs économiques et indicateurs humains, bonheur, santé, etc. Bref, un nombre important de choses sur lesquelles influer, et l'entrepreneuriat est une des façons d'agir dans la sphère professionnelle. C'est pour ça qu'on a voulu vous donner l'occasion d'échanger avec des acteurs de ce monde en plein changement et d'explorer de manière plus concrète des initiatives et solutions techniques à impact environnemental positif fort vers lesquelles se tourner et desquelles nous pourrions nous inspirer. Donc voilà, on a trois acteurs ce soir de ce magnifique monde. On va vous laisser vous présenter. Bonsoir, je m'appelle Clément Kérizel, je suis le cofondateur de Stilae. Alors Stilae, on a décidé de remplacer les emballages en plastique par des films en algues et on s'est attaqué à un marché précis pour l'instant qui est celui de l'hôtellerie. On s'est aperçu qu'il y avait une obligation légale, la loi AGEC, qui en 2030 obligeait les hôteliers à ne plus utiliser les petites bouteilles monodoses en plastique que vous trouvez dans les salles de bain, les gels douche, les shampoings, etc. Et on est allé voir des chercheurs de l'ESPCI. Moi, je ne suis pas chercheur, je suis dans la partie start-upper, développeur, entrepreneur. On est allé voir donc trois chercheurs de l'ESPCI, Jérôme Bibette, Nicolas Brémond et Jean Baudry. Et on leur a proposé en fait de nous soumettre une idée euh, pour trouver un moyen de faire des grosses billes, parce qu'on savait qu'ils avaient travaillé sur des micro-billes pour des marques connues de cosmétiques comme Chanel, La Prairie ou Guerlain. Et on leur a demandé si c'était possible de créer des grosses billes pour encapsuler le shampoing, le gel douche, pour que l'hôtelier n'ait plus besoin d'utiliser le plastique et qu'on remplace les bouteilles en plastique par des films en algues. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Moi, je viens du digital. J'ai vécu toute la grosse vague Internet après la crise, la bulle Internet. Dans ce projet, je suis associé avec un de mes associés de l'époque qui, lui, a bientôt qui a 58 ans. Moi, j'ai 42 ans. Et j'avais votre âge à l'époque quand j'ai rencontré Charles, qui est mon associé aujourd'hui, qui est le président de Stylay. Moi, je suis le directeur général. Je viens vous parler aussi parce que les thématiques qui viennent d'être évoquées, elles me touchent beaucoup. Nous, à l'époque, ce qui était à la mode, c'était le digital, mais c'était un peu le Far West. On ne savait pas très bien où on allait. On était peu y aller après la crise. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un terrain, ce qui vient d'être dit est très juste, qui est propice à l'entrepreneuriat, qui est le développement durable. Et c'est pas un gros mot en fait d'entreprendre, de créer une entreprise dans le développement durable ou dans l'écologie. Et c'est ce qu'on a réalisé avec mon ami et associé Charles. On s'est dit qu'on voulait créer un projet à impact positif et que c'était bien de vendre de la data, de vendre de la pub et d'avoir fait. On a fait deux, trois success stories. J'ai monté une licorne qui s'appelait TradeLab, qui a été vendue à Webedia, qui s'appelait Jellyfish ensuite. Mais on vendait quand même des cookies et des bannières publicitaires. Donc, ce n'est pas un grand enjeu écologique et intellectuel, on va dire. Et là, tous les deux, on s'est rassemblés en se disant comment on peut apporter quelque chose à nos enfants, parce qu'on est tous les deux papas, à notre planète. Et en fait, au lieu de se dire naïvement,
on va monter un projet un peu dans l'écologie. On s'est dit, si on y va, faut trois leviers indispensables. Un, qui soit rentable. Deux, que ça soit une proposition qui soit pas plus chère pour l'utilisateur final. Et trois, qui ait un impact direct. Donc voilà, on sait qu'une bille remplace une bouteille, donc c'est un impact direct. On s'est aperçu qu'une bille coûtait moins cher qu'une bouteille de shampoing, donc c'est moins cher. Et un impact direct, c'est on n'a pas besoin de faire 15 ans de R&D. On pense lancer le projet en Q2 2026, donc c'est bientôt. Pour la science, nous qui venons du digital, c'est la fin du monde, mais pour vous, c'est rien. C'est ce qu'on a appris à gérer avec justement les chercheurs. Normalement, un projet, nous en Q1 de start-up, vous pouvez commencer à gagner de l'argent. Là, au bout de 2 ans et demi, on va commencer à en gagner. Donc pour nous, c'est différent. Mais voilà, donc ce soir, j'espère qu'on va partager ça avec les autres sociétés qui nous accompagnent le recul, en fait, la vision de l'entrepreneuriat dans l'écologie et les success stories qu'on peut accompagner. Voilà. Bonjour, enchantée. Margot Kineski, je suis responsable RSE chez Voltaire. Donc, je m'occupe de toute la partie environnementale et sociétale de l'entreprise, donc c'est-à-dire évaluation de l'impact environnemental d'un produit, enfin de nos produits. Je m'occupe de structurer la politique RSE, peut-être que ça vous parle, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est comment est-ce que... Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Ouais, ouais. C'est comment intégrer toutes les préoccupations environnementales, sociétales dans les activités de nos entreprises et donc aujourd'hui de Voltaire. Je pense que je vais plutôt laisser la parole à Andrea pour la présentation de Voltaire qui était là dans les débuts. Comme ça, il pourra vous parler un peu plus précisément de Voltaire. Ouais. Donc, bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, moi, c'est Andrea. Comme l'a dit Margot, j'ai eu la chance d'avoir été au tout début de Voltaire. Donc, littéralement, à la sortie de mon école, je cherchais du taf et il y a une offre d'emploi qui est sortie pour monter ce projet-là. Donc, à la base, c'était pas sous le nom de Voltaire, c'était sur un autre nom. Et donc, grosso modo, Voltaire, c'est quoi? C'est une entreprise qui fabrique des batteries éco-conçues françaises. Pourquoi éco-conçues? Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on récupère des batteries pour fabriquer de nouvelles batteries. Pourquoi on est arrivé à se dire ça et se dire que ça marchait? Parce qu'actuellement, il y a un postulat qui est fait, c'est que toutes les batteries qui sont envoyées au recyclage ont encore 80% d'énergie à l'intérieur. Donc ça veut dire que ces 80% d'énergie qui restent, bah, nous on s'est dit, on va les utiliser et on va utiliser cette énergie pour donner une seconde vie à des batteries. Donc le procédé, il est assez simple. On récupère des batteries qu'on collecte de la part d'industriels. Ces batteries, on va les démonter parce qu'en fait, une batterie à l'intérieur, c'est constitué de plusieurs cellules, donc le plus petit élément de la batterie. Et toutes ces cellules, on va les caractériser. Et ce test de caractérisation qu'on a développé et qui est un peu la force de Voltaire, nous permet vraiment de connaître l'énergie résiduelle et la performance résiduelle de la cellule. Et ça nous permet du coup, avec le flux entrant assez important qu'on a, de rediriger vers une application de seconde vie nos différentes cellules, suivant leur performance résiduelle. Tout ça est couplé à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que le test de caractérisation nous permet de connaître l'énergie résiduelle de la cellule à l'instant T. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir comment va se dégrader la cellule dans le temps. Et donc ça, c'est réalisé grâce à l'intelligence artificielle, de l'algorithmie, qui va nous permettre de prédire la dégradation des cellules en fonction d'un profil de seconde vie particulier. Et une fois qu'on a caractérisé toutes nos cellules, on a un peu une carte d'identité des cellules qu'on a. Et ensuite, ces cellules, on va les réassembler en faisant un nouveau pack batterie. Et ce pack batterie, il a des performances équivalentes à des batteries neuves. Pourquoi? Parce qu'en fait, on applique l'escalier des performances. Typiquement, une batterie qui était dans une application de vélo ou de trottinette, sa performance résiduelle en début de seconde vie, elle matchera la performance d'une batterie neuve de première vie pour une application moins demandeuse, telle que du luminaire ou par exemple un micro. Et donc en fait, grâce à cet escalier de performance-là, on arrive à fabriquer des batteries de seconde vie avec des performances équivalentes aux batteries neuves, certifiées de la même façon et garanties également de la même façon. Et donc ça nous permet d'utiliser du déchet pour en faire un produit neuf. Et grosso modo, au niveau donc, impact environnemental, ça représente quoi? Ça représente qu'une batterie Voltaire a 80% d'émissions de CO2 en moins par rapport à une batterie neuve. Et du coup, bah, ça nous permet d'innover dans l'économie circulaire du milieu. Donc voilà pour Voltaire. Hello. Moi, du coup, je m'appelle Reed et je suis PCN. Bien. 133, trop vieille, trop grave. Et du coup, donc moi, j'ai fait une thèse sur les courroisis donc pour essayer de limiter la surchauffe urbaine. Et c'est après ma thèse que j'ai rejoint une start-up qui a été elle aussi cofondée par une PCN, donc Alice Chounier.
Et la startup s'appelle Géosophie. Donc, comme vous avez probablement dû le deviner, le but, c'est d'utiliser la Terre parce que géo. Et donc, le concept, c'est on a une source d'énergie décarbonée, renouvelable et locale sous nos pieds. Ça s'appelle la géothermie. Donc, il y a soit la géothermie profonde, où on va aller chercher à 2-3 km dans le sol de l'eau chaude. C'est coûteux. Et un tout petit peu moins coûteux, on a la géothermie de surface, où en fait, il faut imaginer la Terre comme un thermostat, donc une sorte de batterie thermique. On va pouvoir injecter ou extraire des calories, donc soit pour chauffer l'air, soit pour refroidir. Et donc, la surchauffe urbaine, ça veut dire qu'il va faire chaud pendant les canicules. Ça veut dire qu'on va probablement mettre de la clim. Les modélisations montrent que plus on mettra de la clim, plus il fera chaud. Donc, plus ou moins, plus il fera chaud, plus il fera chaud. C'est quand même dommage. Et donc, du coup, l'intérêt de la géothermie de surface, c'est en fait, donc, de mon point de vue, de faire du froid de manière décarbonée. Donc, en fait, en limitant les rejets anthropiques dans l'air urbain, donc en limitant la surchauffe urbaine. Et cela aussi, donc il s'avère que ça fait du chaud et ça nous arrange beaucoup parce qu'en fait, il va faire de plus en plus froid aussi pendant les hivers. Merci la circulation du Nord Atlantique. Mais bref. Et donc, du coup, l'intérêt, donc l'impact environnemental de Géosophie, donc c'est vraiment, on est en train de s'attaquer à un poste très émetteur, qui est en fait le poste des chauffages et rafraîchissements au sein des bâtiments, quelle que soit leur typologie, donc que ce soit des bâtiments collectifs, des maisons, des appartements, des bureaux, voire des hôpitaux parfois, des centres commerciaux. Et donc, le but, en fait, c'est en installant donc, des packs géothermiques, de remplacer et donc de sortir des vecteurs fossiles aujourd'hui qui sont le gaz ou le fuel, ou parfois l'électricité qui est intéressante, mais ça reste quand même une énergie noble que l'on gaspille souvent dans des grippins si on veut juste faire des radiateurs électriques. Donc ça s'inscrit notamment dans les stratégies de décarbonation générale de la France jusqu'en 2100, dans la mesure où le poste de décarbonation au niveau de l'électricité et de la production de chaleur et donc et du bâtiment et de la performance énergétique du bâtiment s'inscrivent totalement dans la démarche. Et nous, donc, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on a développé donc, une plateforme qui permet de promouvoir cette géoénergie. Donc, il faut imaginer qu'en amont d'un projet, souvent les propriétaires ou les maîtrises d'ouvrage ne sont pas forcément au fait de la présence de cette énergie-là. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est une modélisation du sous-sol, une modélisation du bâtiment. Et on essaie de faire en adéquation, de rendre en adéquation la consommation du bâtiment estimée avec les ressources énergétiques du sous-sol et le maître d'ouvrage, en fait, est capable de savoir combien ça va lui coûter, quel est le taux de couverture énergétique, quelles sont les charges de fonctionnement. Donc ça, c'est important pour des questions de rentabilité. Et combien aussi on arrive à couper dans les émissions CO2. Et je pense que c'est... Bon, bah, merci à tous les quatre pour la présentation de vos 3 entreprises innovantes et inspirantes. Comme vous le savez tous, moi je suis de la junior entreprise, donc je vais poser des questions un petit peu à but entrepreneurial. Et puis ensuite, avec PC Durable, on aura des questions sur d'autres perspectives, des perspectives plus peut-être un peu plus profondes, disons. Donc ma première question, par rapport, elle va s'intéresser au niveau des investissements. Est-ce que pour vos différentes entreprises, vous considérez que pour faire progresser au mieux votre projet, vous avez dû plutôt attirer l'attention du grand public ou des investisseurs? Et enfin, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour vous faire financer au début de vos projets. Je peux en parler parce qu'on est encore dans le vif du sujet. Stila a été monté il y a 1 an et demi. Alors, c'est une très bonne question. Quand on monte en fait un projet aujourd'hui durable, on est écouté par 2 sortes de personnes. Il y a une personne qui est capitale en France, qui est la BPI. Euh, donc, c'est la banque qui représente l'État français, en gros. À mon époque, ça s'appelait la Caisse des dépôts, enfin derrière la Caisse des dépôts, mais qui a des milliards en fait à investir, et surtout sur les sujets écologiques, durables et l'entrepreneuriat. On lui donne des milliards d'euros pour faire ça. Donc au départ, en fait, quand on a une idée, il y a des bureaux de la BPI qu'on peut aller voir et on peut leur demander si on a le droit à des aides, des subventions
ou des financements. Et en fait, il y a trois sortes de choses qui peuvent s'articuler. C'est donc des aides et subventions, typiquement parce qu'on était un projet deep tech. Donc, on remplaçait, on était capable de remplacer la fabrication de plastique par un brevet qui permettait de faire des billes en algues. On nous a considéré comme une deep tech. Donc, pour ça, on nous a donné 130 000 euros. Parce qu'on était dans la ville de Paris, on était associé avec des chercheurs de l'ESPCI et on était incubé à PCUP. Du coup, la ville de Paris nous a donné 30 000 euros. Parce que on a été considéré comme Deep Tech French Tech Seed, donc c'est un label de la BPI encore. On a eu le droit d'avoir des obligations convertibles, et c'est là où ça rejoint ta question. La BPI nous a dit si vous levez des fonds avec des privés, donc des business angels, donc des investisseurs particuliers ou des fonds, chaque euro que vous allez lever, donc, au départ, c'était 1 euro égale 2 euros de la BPI qu'on vous prête en obligation convertible. Donc ça vous permet de faire un effet de levier et d'arriver même sur un projet de dépôt de brevet. Nous, c'était pour du dépôt de brevet. C'est même pas pour arriver au stade d'industrialisation de la machine. C'est vraiment sur le dépôt des 3 premiers brevets. Et finalement, avec ce qui s'est passé, tout le pataquès politique, les 60 milliards à chercher en milieu de. Il y a 3 mois, on nous appelait en disant by the way, c'est plus 2 euros pour 1 euro, c'est 1 euro pour 1 euro. Donc voilà. Et petit à petit, en fait, ben, c'est ce qu'on voit. C'est compliqué d'entreprendre, mais mine de rien, il y a quand même la BPI qui est là pour vous soutenir. C'est pratique. À mon époque, en fait, il n'y avait pas un bureau unique. Il fallait parler à 10, pas association, mais 10 pôles d'État qui devaient vous financer et il fallait trouver le bon à qui s'adresser. C'était pas toujours facile d'avoir l'info. Là, vous avez un comptoir unique. Ils mettent vraiment ça en avant depuis une dizaine d'années. Donc, si vous avez un projet, déjà, commencez par là. Et ensuite, d'autant plus que si vous avez la BPI qui vous subventionne, ça vous permet d'être plus crédible quand vous allez voir des investisseurs privés. Donc, des investisseurs privés, ce qu'on appelle des business angels. Dans ce cas-là, nous, on en a beaucoup aujourd'hui dans le capital, on en a une dizaine. Parce que, on est associé avec des chercheurs qui sont connus. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Bibet, mais c'est un des chercheurs qui est reconnu à l'ESPCI, qui a monté 14 boîtes, qui a fait 4 licornes. Donc, il a une renommée. Ça nous permet d'être crédible sur le plan technique. Nous, sur le plan entrepreneuriat aussi, on avait un track record qui était assez solide avec Charles. Donc, du coup, en fait, c'est vous associer aussi avec les bonnes personnes. L'association, elle est capitale quand vous montez un projet. Euh, Vous avez des profils scientifiques et vous faites partie de PSL. Et j'en parlais avec Sacha, en fait, peut-être qu'on en reviendra plus tard, mais pour moi, ça serait pas délirant de créer des ponts avec Dauphine parce que typiquement, nous, on est on va dire des jeunes hommes d'affaires qui sommes allés voir des scientifiques. Ils nous ont dit c'est la première fois que des mecs de l'extérieur viennent nous voir. Et nous, on a du mal à développer certains spin-offs du laboratoire parce qu'on manque d'entrepreneurs. Et finalement, l'association parfaite, c'est quand vous avez des entrepreneurs qui sont capables de s'épauler de scientifiques. Ce qu'on faisait nous dans le digital avec les développeurs, en fait, nous, on était là pour développer les boîtes et les développeurs codés. Et ces associations, en fait, donc les développeurs étaient aussi associés au capital. Et c'est ce qu'on a retrouvé un peu avec les chercheurs de l'ESPCI, cette association, même si on leur a cédé beaucoup plus de parts parce qu'ils ont la moitié de l'entreprise aujourd'hui. Mais ce qui est normal parce que sans eux, on n'aurait pas pu lever des fonds au départ. Donc, au départ, c'est surtout aux investisseurs que vous parlez. C'est pas trop au grand public parce que tu es trop jeune, parler au grand public, faire des réseaux sociaux, ça peut un peu marcher, ça peut créer le buzz, mais c'est plutôt sur la vision du projet, sur la portée de votre projet et sur la réalisation, euh, pas la rentabilité, mais le fait que ça soit pas, enfin que vous soyez pas en train de parler aux oiseaux, que ça soit un projet euh, qui parle à tout le monde en disant, OK, ce qu'ils font, s'ils délivrent euh, la machine rapidement, s'ils arrivent à lever des fonds, bon, OK, ils vont avoir leur première usine. Donc, on investit en tant que business angel parce qu'on ne prend pas trop de risques, on sait qu'ils vont y arriver. C'est pas dans 15 ans, je pense qu'on va réussir à faire une capsule qui va se dissoudre parfaitement et il y a des hôtels qui peut-être vont accepter. Non, c'est en amont, on a validé que les hôtels avaient ce sujet par rapport à l'interdiction légale, qu'il y avait un marché, c'était 10 milliards de bouteilles qu'il fallait remplacer. Donc, en fait, on a validé d'abord qu'il y avait un marché, qu'il y avait une demande, qu'il y avait une obligation, que c'était rentable et qu'on pouvait le faire rapidement. Et c'est pour ça que les business angels, donc les investisseurs privés, sont venus nous accompagner. Et
La boîte a été levée. Oui, pardon. Ah oui, pardon. Pour la visio, donc on m'a demandé à quel stade on en était par rapport au moment où on a eu les subventions. Donc la BPI, c'est bien d'aller la voir quand les statuts sont déposés. Vous êtes Quand on a commencé à parler à la BPI, on avait 2 mois. Après, finalement, le temps de discussion, c'est jamais très rapide, donc il faut s'y prendre à l'avance. Mais déjà, trouver la bonne personne, on a mis facilement 2 mois à identifier deux personnes qui étaient des anciennes scientifiques, donc ça nous a aidé aussi, qui sont nos chefs de projet, qui sont venus après au labo quand on a été incubé. Donc, mais à partir de 2 mois, on peut prétendre justement, parce qu'il y a des aides qui sont là, ce qu'on appelle pré-seed, donc vraiment en amorçage, en pré-amorçage. Et ça, c'est capital parce que les fonds d'investissement, en général, qui aujourd'hui sont super actifs sur tout ce qui est durable, il y a de plus en plus de fonds connus qui ont monté des pôles durables, donc dédiés aux projets justement écologiques. Et ça, c'est vraiment récent, ça fait pas plus de 2-3 ans. Donc tant mieux pour vous. Euh, je me perds, pardon. Oui, donc au bout de 2 mois, tu peux aller les voir sur les aides et subventions. Et c'est eux qui vont te qualifier et qui diront quel comptoir, à quelle aide et subvention tu peux prétendre. Ouais, alors pour le Voltaire, donc d'abord pour répondre à la question, est-ce que vous voulez aller voir des investisseurs ou vers le public? Je pense, comme Clément disait, ça dépend de ce que fait ton entreprise. Voltaire, nous, on est une entreprise industrielle et on fait du B2B. Donc, on ne vend pas à des clients. Donc, à premier abord, on pourrait dire que séduire le public, c'est pas très important parce qu'on n'a pas besoin de ça. Le fait que ce soit industriel, forcément, il faut séduire les investisseurs parce qu'une boîte industrielle demande beaucoup de capex, donc demande beaucoup d'investissement machine, demande une usine. Donc, en fait, il y a énormément d'argent à avoir avant de pouvoir faire des produits de qualité, avant d'avoir une ligne de production qui tourne. Donc, dans le cas de Voltaire, oui, la priorité, c'était d'avoir des fonds. Par contre, comme Voltaire est sur un marché qui n'existe pas encore, ou est en train de se créer, donc la seconde vie des batteries, c'est quelque chose de très très récent et c'est quelque chose qui est connu par peu de personnes. Il faut aller un peu sensibiliser le public, les institutions. Pourquoi? Pour les faire comprendre que bah, la seconde vie, c'est important. Typiquement, je prends un exemple. Pour collecter nos batteries, actuellement, on fait appel à des éco-organismes, donc Skrelec, Corepil. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu les boîtes qu'il y a dans les supermarchés où on dépose nos piles, nos batteries. Eux, ils récupèrent tout ça, ils centralisent et ensuite ils envoient aux recycleurs, donc de piles et de batteries. Actuellement, la loi est faite de sorte que tous les flux que récupèrent Skrelec et Corepil sont redirigés vers ces recycleurs. Nous, on fait un peu du lobbying vers ces institutions-là et vers ces éco-organismes pour que ces flux soient à la fois séparés entre les recycleurs et la seconde vie des batteries, nous. Donc, à premier abord, une startup industrielle, oui, il faut des fonds et oui, il faut des investisseurs. Mais lorsqu'on va sur un marché un peu nouveau, il faut aller faire du lobbying pour changer quelques législations et faire en sorte que bah, ton idée, si elle est sur un marché innovant, elle puisse être acceptée par tout le monde et mettre un peu toutes les chances de ton côté pour que tu sois aidé à la fois par l'argent, mais aussi à la fois pour toutes les lois qui régissent tout ça, quoi. Et Voltaire, ça a été financé comment? Donc l'entreprise a été fondée en décembre 2022, mais avant ça, il y a eu une année d'études de faisabilité technique et économique où on était incubé par une autre entreprise donc, qui s'appelle Okamac, qui donnait une seconde vie, donc qui reconditionnait les Macs. Donc c'est un fournisseur principal du back market, je pense que vous connaissez tous. Donc ça permettait d'avoir des fonds grâce à cette entreprise-là. Au bout d'un an, du coup, on a fondé Voltaire, où on s'est totalement séparé capitalistiquement de Okamac. Et donc, s'en est suivi la première levée de fonds, donc Seed, de l'ordre d'environ 4 millions d'euros, qui a permis de financer notre première usine et de faire avancer la recherche. Et là, actuellement, on est en train de faire notre second tour de table, donc la série A, comme on appelle, de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros, qui permettrait de financer une seconde usine beaucoup plus grosse. Et l'idée, c'est vraiment d'accélérer la productivité de la production de nos batteries. Et les subventions, c'est également très important. Et dans les batteries, on a beaucoup, notamment France 2030 met en place pas mal de subventions pour le monde de la batterie en général et d'autant plus sur la seconde vie. Nous, typiquement, la première subvention qu'on a eue, on l'avait eue au bout de 4-5 mois, je crois, même avant le dépôt officiel des statuts de la boîte. C'est une subvention de l'ADEME, il me semble, pareil, amorçage, quelque chose. Donc, c'était 40 000 euros, donc c'est très bien pour commencer. Mais c'est vrai que juste avec une idée et un minimum de cohérence dans ce qu'on veut faire, je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible d'avoir des subventions ou d'attirer des investisseurs assez rapidement. Typiquement, Vercor, bon là, je pense que vous connaissez tous Vercor, une très grosse entreprise, une gigafactory qui fait des cellules sur Grenoble. Avant même qu'ils aient monté une entreprise, fait une ligne pilote,
Ils ont levé, je crois, 7 ou 8 millions d'euros juste avec l'équipe. Il y avait uniquement 5 ou 6 cofondateurs. Tellement l'équipe imposait et ils avaient tellement des personnes de renom dans ce milieu-là, ils ont réussi à lever une somme gigantesque. Et là, dernièrement, ils ont levé 1 milliard pour faire leur première Gigafactory. Donc voilà. Très rapidement pour Géosophie, donc la startup a vécu, du coup, vu qu'elle a été fondée en 2018. Elle a notamment bénéficié du mécénat, enfin, du mécénat ou de l'investissement de certains alumni SPCI. Donc c'est l'intérêt d'être alumni et riche, c'est d'avoir des sous. Sinon, c'est labellisé Green Tech. Il y a des subventions qui viennent avec ça. À un moment, quand il y a eu la question de la géopolitique des énergies, donc c'était un peu stratégique, c'est un enjeu de souveraineté énergétique de pouvoir se chauffer sans avoir besoin de faire des compromis avec ses valeurs. Bref. Mais du coup, voilà, effectivement, ça peut intéresser la BPI. Géosophie est aussi lauréate des concours InnovUp, donc c'est en termes de R&D. Donc ça aussi, ça apporte des subventions. Et notamment, le fait d'embaucher des jeunes chercheurs permet de bénéficier du CIR, qui est le crédit impôt recherche. Donc il y a aussi une subvention étatique pour encourager la recherche et le recrutement de chercheurs dans les entreprises. À côté de ça, nous personnellement, à côté de le produit de phare de la startup, c'est un SaaS, donc c'est System as a Service. C'est une plateforme internet, mais on a aussi diversifié l'activité, donc notamment d'accompagner en fait certaines maîtrises d'ouvrage donc faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des installations et du suivi d'exploitation, et ça nous permet en fait de nous autofinancer en ayant donc que ce soit des abonnements ou des contrôles de routine, donc de la maîtrise d'œuvre en fait ou du suivi d'exploitation. Et donc là, pour le coup, il me semble qu'il y a une prochaine levée de fonds qui se prépare, si jamais vous avez envie d'investir, ne vous inquiétez pas. Mais aussi, donc effectivement, le principe, c'est de lancer donc, effectivement, dans le cadre de l'énergie, donc on est quand même sur des contrats de marché de performance et de garantie d'exploitation, donc en fait, qui sont dans la durée, dans la mesure où nos installations sont censées durer au moins dans les 30 et 50 ans. Et donc, a priori, il faudra quand même vérifier que ça fonctionne. Voilà. Je complète. J'allais en parler. Bon, je pense que tu pourras mieux répondre. C'est pas moi qui m'occupe de ça personnellement, mais c'est du lobbying. C'est du lobbying. C'est Ouais, vas-y. En fait, concrètement, c'est un des sujets que je voulais aborder. Dans le board, on a fait rentrer un ancien chargé spécial de l'Élysée. Donc, c'est un mec en fait qui est aujourd'hui dans le privé. Mais pour vous, pour votre génération, il y aura plus en plus de lobbyistes qui vont travailler sur des projets justement environnementaux. Lui, aujourd'hui, représente la famille Mullier qui ont donc Auchan, Boulanger, Decathlon sur tous les sujets durables. Et il a été sympa parce qu'il a mis un ticket dans notre boîte. Et du coup, c'est le directeur des affaires publiques qui s'appelle comme ça. Et typiquement, en fait, il va discuter avec des députés. Il connaît dans le dernier gouvernement, 2 jours avant, il avait le gouvernement. Donc, il disait, OK, il y aura tel mec que je connais, on va parler avec lui. Et c'était assez fou parce que quand le gouvernement est sorti, c'était vraiment ça. Et il dit, OK, aujourd'hui, ces petites bouteilles en plastique qui sont interdites, ben, moi, mon boulot, ça va être faire, parce que les hôtels, du coup, mettent des grandes bouteilles aujourd'hui dans les salles de bain. Il dit, moi, mon boulot, en fait, c'est, si je détruis pas d'emploi en France, je pense qu'on peut faire passer une loi où les grandes bouteilles sont interdites aussi. Mais le curseur, c'est de voir s'il y a des zones industrielles, des factories qui vont pas être impactées par la nouvelle loi. Donc, si en fait toutes les bouteilles, les grandes bouteilles viennent de Chine et sont importées et sont embouteillées en France, ça limite le manque à gagner pour les entreprises françaises. Là, la loi peut passer. Et c'est ça, en fait, le curseur. C'est comme ça que tu parles. C'est les mecs qui parlent directement aux politiciens, en fait. Ils prennent des petits déjeuners. Il vient nous voir, il a petit déjeuner avec Jean Castex, qui est un ancien Premier ministre. Il passe sa journée, en fait, à passer des coups de téléphone et à rester pote avec des mecs du gouvernement. Et quand il y a un sujet, c'est de leur dire, OK, pour vous, en fait, vous pouvez gagner des points au niveau de, justement, de l'impact positif de ce que vous êtes en train de faire comme action sur l'environnement. Et en même temps, moi, ça arrange mon client. Sur Boulanger, il avait une grosse problématique un peu parallèle au vôtre, qui était de quand vous récupérez, quand vous achetez un nouveau frigo, en fait, vous êtes, le marchand est obligé de récupérer l'ancien. Et il y avait toute une législation justement qui était floue sur est-ce que le frigo appartient à Boulanger parce qu'il a récupéré le frigo ou est-ce qu'il appartient à l'État et qu'il doit aller à la casse. Et lui, en fait, fait ce boulot pour que le frigo appartienne à Boulanger. Parce qu'ils disent, attendez, c'est notre main-d'œuvre, donc on y va. Donc, typiquement, on est un exemple précis, c'est ça, un lobbyiste. Je voulais préciser d'autres choses. Tu as évoqué, c'est super important quand vous montez une entreprise, ce qui est crédit impôt recherche, le CIR.
c'est capital parce qu'en France, on est aidé, vous ne vous rendez pas compte à quel point dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que quand vous allez monter votre première équipe, vous allez avoir des déductions d'impôts, des déductions de charges sociales, et ça pèse très lourd en France, donc il faut saisir les opportunités. Vous avez aussi des statuts de jeune entreprise innovante ou universitaire qui vous permettent aussi d'avoir moins d'impôts et pareil, donc de diminuer les charges. Et c'est tous les dispositifs, donc en plus de BPI, s'assurer que vous remplissez les dossiers, que ce soit fiscaux ou techniques, pour être considéré comme jeune entreprise innovante, GEI, GEU, et de recevoir ce qu'on appelle du crédit impôt recherche, donc du CIR. Nous, dans notre plan de financement, là, pour les 3 brevets, on a levé donc un peu moins d'1 million d'euros. Il y a pratiquement 200 000 euros de crédit impôt recherche qu'on va récupérer. C'est-à-dire, typiquement, un cas concret où on va travailler avec la junior entreprise. On va demander une étude à la junior entreprise qu'elle va nous facturer 3 000 euros. Le crédit impôt recherche va nous rembourser pratiquement 1 500, 2 000 euros dessus. Donc, c'est à prendre en compte aussi pour vous dans l'entrepreneuriat. Je voulais juste rajouter un truc en tant qu'entrepreneur. C'est capital d'être curieux. C'est pas seulement les subventions d'État, c'est bien la BPI, les business angels, mais c'est en fait tous les jours qu'on a un projet, d'être capable d'en parler autour de vous. C'est donner l'envie d'une vision. Et finalement, c'est vrai qu'on devient crédible quand des premières personnes ont investi dans votre boîte. Et parfois, ça peut être à vos âges, des amis de vos parents ou dans un milieu, je ne sais pas. Mais ne pas avoir peur en fait si vous, enfin, si vous êtes sûr de votre idée, si vous avez une vision où aller, de ne pas avoir peur de la partager parce que moi, à votre âge, j'avais 22 ans, je me suis retrouvé associé avec Charles au détour d'une conversation. Il m'a envoyé travailler pour lui à New York pendant un mois. Et finalement, 2 ans plus tard, on est devenu associé de la boîte. Euh, donc, c'est vraiment parce qu'on parlait, il m'a dit, attends, mais tu fais quoi parce que j'ai été pote avec un de ses fils. Il m'a dit, ok, ça te dit pas partir à New York pendant un mois, on lance un nouveau site, on a besoin d'un mec qui fait des vidéos là-bas. J'ai dit, ok, ben, je sais faire des vidéos, je sais faire des tournages. Finalement, ça s'est bien passé. Je suis revenu de ma mission, c'est bien. Finalement, je faisais un master en marketing et je vais faire un parallélisme avec vous. C'est qu'à l'époque, c'était le début du digital. Donc, j'étais en école de commerce parisienne. On était 30 dans la classe. Quand la prof de web marketing elle nous a demandé à la fin de la 5e année qui allait bosser dans le marketing digital, on a été 2 à lever la main. Finalement, aujourd'hui, c'est toute la classe qui bosse dedans. Et j'ai l'impression qu'avec l'écologie et le développement durable, c'est un peu la même chose pour votre génération. Je pense que demain, enfin, dans, 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 dans vos promotions, j'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de chercheurs et d'ingénieurs qui seront là-dedans. Donc, et il y a peut-être un manque de prise de conscience parce que vous êtes au début de cette révolution. Donc, profitez-en et prenez le train en marche. Ouais, j'ai peut-être juste quelque chose à rajouter. Euh, alors, j'ai pas forcément un parcours entrepreneur ou entrepreneuse, mais j'ai participé au programme des Entrep. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle ou pas. En fait, c'est un programme d'entraînement à l'entrepreneuriat pour les moins de 30 ans, enfin pour les jeunes de moins de 30 ans qui sont étudiants, mais qui sont aussi jeunes diplômés, qui sont aussi dans la vie active, et enfin voilà. Juste la condition, c'est moins de 30 ans. Et en fait, le programme, enfin, donc moi j'ai été dans les Entrepes Pays de la Loire, parce que on a 2 sites, ce qu'on n'a pas dit avec Andrea, mais on a 2 sites, on est répartis à Angers et à Saint-Ouen aussi, ici, dans le coin. Et donc pour en revenir au programme, j'ai participé à ce programme, les Entrepes Pays de la Loire, et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais une idée. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais une idée de créer de la. Enfin, oui, je vais pas rentrer dans les détails, sinon je pourrais m'étaler pendant des heures. Mais globalement, je pense que ce programme pourrait, enfin, si vous vous rapprochez de cette équipe, je sais ils sont pleins d'envie, enfin, enfin, ils s'y connaissent beaucoup. Et en fait, l'idée, c'est d'être accompagné par un coach et par un parrain. Le parrain enfin, le parrain a déjà créé une entreprise, donc il connaît, enfin, il a un peu un retour d'expérience sur la création d'entreprise. Et le coach est plutôt là pour vous aiguiller sur, par exemple, la partie juridique, sur les parties, enfin, voilà. Donc, administrative, ouais, c'est ça. Et en fait, je sais que ben, moi, pour mon idée, il m'avait vraiment aidé sur toutes ces parties, un petit peu, justement, pas forcément le lobbying, parce que ça vient après, je pense, mais
plutôt sur la partie création, la partie, même si par exemple vous avez peur de vous lancer tout seul et que vous souhaitez être accompagné, l'idée c'est de créer une équipe, d'être entre 3 et 5 personnes. Et après, c'est de se dire, bon, bah voilà, on a une idée, on se lance. Et puis après, l'idée peut mûrir et aussi partir un petit peu plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais qu'il y en a dans un peu toutes les régions. Moi, enfin, je sais qu'il y avait les Pays de la Loire, mais il y en a d'autres, il y en a dans le sud, et même sur Paris. Donc n'hésitez pas. Voilà. Dernier mot, ouais. Je mentionne aussi les incubateurs. T'es incubé, c'est aussi important. Il y en a plein à Paris. Pour les débuts d'idées, c'est pas mal. Donc voilà. Tout ce qu'on a dit, je pense, c'est pas mal de bonnes premières pistes pour commencer. Et juste dernier mot, vous avez un incubateur qui est top, donc c'est PC Up, et qui a un fonds avec PSL, donc c'est Elaya Capital qui a un fonds qui a 150 000 euros, 150 millions d'euros pardon, euh, à investir dans des projets innovants qui viennent de projets d'élèves de PSL. Donc, Bah, merci à tous pour vos réponses. Si je peux me permettre de faire un petit bilan, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Déjà, premièrement, pour l'entrepreneuriat en général, pour le promouvoir, notamment pour les jeunes, mais aussi spécifiquement pour les enjeux écologiques. J'ai entendu parler de quelques labels. J'ai vu qu'il y a pas mal, de plus en plus de labels et de prix qu'on peut se voir attribuer en tant que start-up ou en tant que PME, j'imagine aussi, et qui permet ensuite de gagner en visibilité et de gagner également en investissement possiblement. Euh, voilà, donc ça c'est quelque chose de super positif. Et à propos de tous ces investissements, une question un peu plus éthique qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez déjà été témoin d'une situation où finalement entre trouver des investissements et les valeurs intrinsèques à la boîte, est-ce qu'il y a des tensions parfois? Est-ce que parfois on va être en recherche de financement à tout prix et donc euh, plus mettre la sourdine sur d'autres questionnements, par exemple des grosses boîtes qui nous financeraient avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais bon, ben, ça reste de l'argent et ça reste une promotion pour notre structure. Est-ce que ce genre de questionnement, vous les avez rencontrés dans vos entreprises? On va dire que ça n'engage que moi dans la mesure où je ne suis pas au CA de géosophie. Mais je sais que donc Alice fait partie des personnes qui ont fait un brown-out, c'est-à-dire qu'elle était d'abord chez Schlumberger, donc qui a priori n'est pas forcément ultra décarbonée dans sa vie. Et en fait, c'est au cours de sa carrière où elle a décidé de vouloir donner plus de sens à son métier et de travailler à la décarbonation. Et donc, effectivement, quand on travaille dans des enjeux d'énergie, il y a des grands acteurs de l'énergie, notamment des acteurs qui envisagent de vouloir se réinventer et de partir et investir des nouveaux domaines de l'énergie propre. Et donc, en fait, souvent, ces acteurs vont être probablement intéressés par ce genre de boîte. Donc, je ne les citerai pas. Mais voilà. Et typiquement, en fait, je sais que la réponse a été que pour le moment, en fait, bah, comme c'est une boîte quand même qui vise à la décarbonation, se faire acheter par exemple par des entreprises qui ne sont pas forcément pour la décarbonation à fond, euh, bah, c'est pas forcément compatible. Après, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent qu'on n'a pas. Mais le but aussi, et je pense que c'est de manière générale, euh, effectivement, c'est une amorce, on va dire, de prise de conscience collective. Après, malheureux, enfin, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choix qui sont faits par rapport à la rentabilité financière. Et pour parler de la géothermie, nous, nos premiers clients historiques, ça a été les foncières, parce que c'était les seules clientes qui étaient capables de mobiliser énormément d'argent pour pouvoir mettre en place des installations. Donc, typiquement, une installation de géothermie, ça peut partir ça commence à 100 000 et ça finit à 1 million, par exemple. Donc, typiquement, ce pas des investissements que tout le monde peut se permettre de faire. Et donc, aujourd'hui, c'est important à garder en tête aussi. Et je pense que c'est important de plaidoyer et de faire en sorte que la réglementation arrive aussi à chiffrer les externalités de ce qui n'est pas décarboné ou ce qui est polluant, que ce soit payé. Parce qu'en fait, si aujourd'hui on regarde un temps de retour sur investissement entre installer une chaudière fuel ou une chaudière gaz et par exemple faire de la géothermie, la question ne se pose pas vraiment. Après, la question c'est est-ce qu'on a envie de contribuer encore à l'émission de gaz à effet de serre ou au réchauffement ou aussi à l'exploitation des ressources ou pas. Et là, du coup, c'est là où la balance change. Donc, il faut aussi changer dans les mentalités des gens
pour que les gens acceptent aussi de dire ce n'est pas seulement les indicateurs financiers et économiques qui vont guider notre action, mais l'indicateur environnemental. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup de travail de formation et de changement de mentalité. Ouais, donc chez Voltaire, de base, la vocation, enfin la vision des quatre fondateurs est purement écologique. Cette entreprise a été créée pour œuvrer dans ce sens-là. C'est pour vous dire, un des quatre cofondateurs, donc Alban, qui avait déjà fondé sa première boîte qu'il a revendue, à la base, il voulait juste faire un champ d'agriculture chez lui. Il voulait pas du tout refonder une boîte. L'occasion s'est présentée, donc il est parti là-dessus, mais de base, il voulait vraiment sortir de tout ça. Nous, on a, entre guillemets, intrinsèquement, notre activité fait qu'on a un impact positif sur l'environnement. On réutilise des cellules de seconde vie, donc on fabrique des produits qui ont moins d'impact qu'une batterie neuve. Néanmoins, ça ne nous permet pas de faire n'importe quoi, dans le sens où, ok, on se dit pas, on fait des batteries de seconde vie, c'est bien, on peut aller jeter n'importe où, on peut se permettre de voyager en avion, non. Faut pas se permettre de faire n'importe quoi, malgré le fait que notre activité aille dans ce sens. Du coup, on a plusieurs indicateurs directement. Donc, sur le nombre de batteries qu'on produit, ça va plus on fait de batteries, plus ça a un impact positif sur l'environnement. Le nombre de batteries qu'on va collecter. Et on a aussi des indicateurs sur les activités hors de la boîte, donc tout ce qui est fournisseur. Où est-ce qu'on va aller chercher les fournisseurs? Est-ce qu'on va prendre des fournisseurs en Chine? Est-ce qu'on va prendre des fournisseurs en Europe? Comment le transport il se déroule? Donc tout ça, c'est des indicateurs qu'on monitore pour essayer de s'assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Évidemment, lorsqu'on est au début d'une boîte, bien sûr, malheureusement, l'argent a un impact. Et il faut essayer de réfléchir long terme dans le sens où si aujourd'hui j'ai des opportunités d'acheter des pièces neuves en Chine qui coûtent pas très cher, qui me permettent de faire des produits, qui me permettent de vendre des produits, qui me permettent de lever de l'argent, et derrière avoir des contrats où je vais pouvoir décider d'aller acheter des produits en France, des pièces détachées en France. Alors oui, pourquoi pas dans un premier temps, je vais faire un peu des écarts pour derrière me rattraper. La question des fois on s'est posée, est-ce que on prend le risque de mettre des cellules neuves dans nos batteries? Typiquement, des fois, on a des clients qui sont venus nous voir, ils veulent faire une application sur laquelle son cahier des charges, on n'arrive pas à le matcher avec nos cellules de seconde vie. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on mettrait des cellules de première vie pour pouvoir prendre ce contrat-là et derrière déclencher beaucoup de contrats faits avec des batteries de seconde vie? On s'est posé la question, la réponse est non, on a toujours regardé cette vision-là de seconde vie. Mais c'est pour vous dire qu'on est arrivé à se poser la question de, OK, est-ce qu'on ne fait pas un peu des écarts dans un premier temps pour derrière aller chercher des deals qui nous permettent de faire la seconde vie. Donc c'est une grosse question qui suscite beaucoup d'interrogations, qu'on monitore avec des indicateurs et qu'on essaye de satisfaire un maximum, quoi. Euh, oui, dans ta question, typiquement avec Stilae, on a refusé l'investissement d'une boîte. C'est une famille de grands pétroliers privés qui s'appelle les Pérodo. Je sais pas, c'est beau pour les citer. Parce qu'en fait, ça n'avait pas de sens par rapport au projet avec les océans. Nous, notre projet, en fait, on va produire à échelle locale nos billes pour les livrer directement aux hôtels et justement éviter de les importer de Chine, d'importer du plastique de Chine qui ne soit pas recyclé ou mal recyclé. Donc, il y a aussi le crédit CO2, dont on peut parler là-dessus, que vous pouvez ajouter à la liste des modèles économiques vertueux quand vous avez un projet de développement durable. Et hier, on discutait avec une boîte justement qui doit faire notre, euh, notre portrait CO2, qui doit faire notre étude de gain CO2 par rapport à ce que fait dans l'activité des gens qui vendent des bouteilles en plastique aujourd'hui. Donc, comment on peut gagner des crédits CO2. Ils nous ont appris qu'il y avait aussi une dividende aujourd'hui qui est vertueuse, en fait. Ça rejoint ce que tu disais. Il y a non seulement des labels, mais au quotidien, en fait, quand vous faites de l'économie CO2, où vous avez un impact positif sur le carbone, vous gagnez des dividendes. J'ai un trou de mémoire sur le nom de la dividende, mais je crois que c'est dividende écologique. Et en fait, vos investisseurs peuvent se prévaloir d'être détenteurs de ces dividendes écologiques. Donc, ce n'est pas financier, c'est purement idéologique et philosophique. Mais du coup, il y a de plus en plus de fonds qui travaillent justement sur ces sujets, comme on le disait avant. Et ça valorise en fait leur action et le fait qu'ils travaillent, qu'ils aient investi dans des projets qui étaient à haute valeur écologique. Donc, ça, c'est important. Merci beaucoup. On peut peut-être poser une dernière question, peut-être un peu plus, et puis après on prendra vos questions si vous en avez. Commencez à y réfléchir.
Euh, Il y a une question qui revient souvent dans les écoles d'ingénieurs en général. Enfin là, peut-être on va, on va se détacher de vos projets chacun et peut-être euh, que vous apportiez chacun un peu votre vision sur l'avenir. Euh, il y a une question qui revient beaucoup au sein des écoles d'ingénieurs, c'est est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur? Du coup, vous avez apporté une réponse par votre parcours, mais est-ce que vous avez essayé d'intégrer des grands groupes ou, si oui, quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées? Et voilà, votre avis sur changer les choses de l'intérieur. Et si je pense qu'on peut faire un peu deux questions en une, est-ce que pour vous, l'entrepreneuriat, c'est la solution, c'est-à-dire au lieu d'essayer de convaincre des grands groupes de devenir plus vertueux, dire non, en fait, on va créer les solutions de nous-mêmes à côté, ou est-ce que les grands groupes, c'est aussi une solution parce que ça représente déjà des structures établies, qui ont des moyens, qui ont de la main-d'œuvre, on va dire, des personnes quoi, pour travailler sur ces sujets? C'est une super bonne question. En fait, ça va un peu dans les deux sens. Tu es plus libre quand tu es entrepreneur et c'est la force de votre génération euh, d'être plus créatif. L'inconvénient des grands groupes, quels qu'ils soient dans n'importe quel secteur, c'est que c'est des mouvements qui sont très lents. C'est beaucoup de prises de décision, c'est des investissements à long terme. Et en fait, quand il y a une innovation, le temps qu'elle soit validée, ça prend beaucoup de temps. Donc, justement, c'est là où vous avez une chance en tant qu'entrepreneur et si vous avez un projet justement dans quelque chose qui est durable, c'est d'être plus rapide qu'eux. Et finalement, ils se retrouvent parfois à racheter des boîtes, justement des startups, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le développer en interne. Et ils disent, je préfère lâcher 10 millions à une boîte, peut-être qui en vaut 2, mais au moins j'ai gagné 5 ans. Et ça m'a permis de ne pas mobiliser justement sur ce sujet tant et tant de personnes. Donc les deux se valent, ça se complète. Et si vous avez une bonne idée, l'idée un peu, c'est justement de séduire ces grands groupes pour qu'ils viennent vers vous et vous puissiez, parce qu'en effet, hein, c'est avec leurs moyens que tu arrives à monter un projet qui a une portée mondiale. Donc oui, je crois que ça se complète, mais les séduire dans un premier temps et qu'ils investissent ou qu'ils te rachètent, ça les fait bouger. Mais en tout cas, de plus en plus dans ces grands groupes, et notamment grâce au RSE, oui, il y a de plus en plus de directeurs. Maintenant, c'est obligatoire d'avoir à partir d'une certaine taille de boîte, d'avoir des directeurs RSE. Ils observent tout ce qui se passe. Donc, ils sont là. Euh, alors moi, je suis d'accord avec toi aussi. Je pense que c'est un peu les deux. Dans le sens où ben, quand on construit, enfin quand on crée une entreprise, forcément on a l'idée, donc on peut aller vite et on a plus d'impact entre guillemets. Et donc ben, on peut avancer plus vite tout simplement. Et c'est le cas avec Voltaire, hein. Typiquement, nous on a trouvé un problème avec une énorme quantité de déchets. Et donc nous l'idée c'est de derrière se dire bon bah ok. On peut réutiliser cette matière et fabriquer de nouvelles batteries. Et après, dans un second temps aussi, je pense que euh, c'est aussi de l'intérieur dans des sociétés. C'est en étant dans les sociétés où là, on va pouvoir ben, avoir de l'impact. C'est pas forcément évident, on met peut-être un peu plus de temps, mais il faut réussir à convaincre et toujours persévérer. Euh, Moi, je trouve que c'est toujours en montrant et comment dire, en ayant, enfin, en essayant de convaincre ces responsables et directeurs enfin, pour que tout le monde aille dans le même sens, en fait. L'idée, c'est de se dire, bon, bah voilà, je m'éparpille un peu, là. Non, ouais, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, je pense que dans un grand groupe, on va pouvoir avoir de l'impact et justement essayer d'avancer les choses, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps et voilà. Ouais, juste, moi, très rapidement, chez Voltaire, on aime bien dire quelque chose, on aime bien fonctionner par les méthodes des petits pas. Donc là, on fait ça pour des questions techniques, des questions d'industrie, tout ça. Mais je pense que ça s'applique bien aux questions environnementales. Et petit à petit, si tout le monde s'y met, en espérant, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Parce qu'en tout cas, chez Voltaire, ça fonctionne bien. Donc mes propos n'engagent que moi. Tout d'abord, pour revenir sur le cas de géosophie, il faut garder en tête que donc, quand on fait des forages, on va à 200 mètres
c'est intéressant d'avoir déjà une expérience de forage avant de forer à 200 mètres. Typiquement, sinon c'est pas ouf. Donc, parfois, effectivement, il y a cette fameuse inertie et cette accumulation d'expérience qui est quand même importante. Et donc, effectivement, aujourd'hui, bah, dans l'écosystème des gens qui s'emparent de la géothermie, la plupart des foreurs sont d'anciens pétroliers parce que c'est eux qui ont la compétence. Après, ou des foreurs d'eau, mais bref. Donc, de manière plus personnelle, je vous invite à lire le manifeste pour un réveil écologique qui a été appliqué à l'ESPCI en 2015, il me semble, ou 2016, enfin, bref. La question des grands groupes et la question des startups est à mettre en regard de la grande question de est-ce qu'on veut vivre dans un système extractiviste consumériste ou pas. Du coup, encore une fois, ces propos n'engagent que moi. L'intérêt d'un grand groupe, ça peut être intéressant dans le cadre d'un État où on a un service à fournir qui ne devrait pas être soumis à la volatilité des marchés. Donc, si on veut assurer de l'électricité à tout le monde, c'est quand même mieux que l'électricité soit pas cotée à la valeur de l'action sur un marché mondial. Voilà. Donc, l'intérêt du grand groupe. La startup, ça peut être intéressant. Donc, encore une fois, je prends le cas de Géosophie, où typiquement, l'État ou d'autres grands acteurs n'ont pas le temps ni les moyens, peut-être parfois pas la volonté, mais c'est pas, enfin, bref, pas les moyens de pouvoir s'intéresser à un domaine émergent ou une solution émergente. Et là, pour le coup, effectivement, le privé, avec des gens qui vont se mobiliser de l'université ou bien d'autres domaines d'expertise, vont pouvoir se mobiliser et mettre en œuvre des moyens de sorte à pouvoir répondre à cette question-là. Après, la question de changer de l'intérieur, ce n'est pas tant, enfin, pour moi, c'est pas tant aujourd'hui dans la start-up, mais c'est plus dans quel est le projet de société qu'on veut se donner. Et il y a le fameux exemple de je travaille chez Total, mais on a des touillettes en bois à la machine à café. Enfin voilà, c'est aussi on change de l'intérieur, mais en soi, on continue d'investir dans des énergies fossiles. Et après, encore une fois, la question se pose, c'est, je pense simplement que le principe du recyclage est intéressant parce qu'on sort de l'économie linéaire. Et en fait, il faut plus la dualité de la réflexion doit se faire. Est-ce que le but, c'est de continuer à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, ou aujourd'hui, on sait que ça ne marchera pas? Et ouais, est-ce que le but, c'est d'essayer de changer les usages et changer les usages? Donc, à la fois, il faudra des signaux de fond. Et donc ça, en gros, on peut se dire que c'est les gros groupes qui vont faire ça et des signaux plus rapides, donc des signaux faibles. Et ça, souvent, c'est les startups. À garder en tête aussi, et là, je fais l'avocat du diable, sur l'environnement des startups, on est quand même à un taux d'échec relativement non négligeable. Je ne peux pas donner le chiffre parce que je ne l'ai pas au juste, mais si je ne me trompe pas, ouais, ouais. Donc, en fait, c'est ça, la startup, ça peut être une bonne idée et c'est un essai qu'il faut marquer. J'ai pas fait de rugby, je ne saurais pas dire, mais bref, souvent, ça marche pas trop. Donc, il faut aussi garder en tête que enfin, ouais, la question, il faut la poser de manière plus profonde. Merci beaucoup pour vos différents points de vue qui se complètent, qui sont tous différents et intéressants. Est-ce que vous avez une autre question, les amis? Parce qu'en fait, on a le PDA qui nous attend pour un vernissage. Il est 19h04. On peut peut-être passer à vos questions. Et je vais aller distribuer les micros. J'étais sûr qu'il y aurait une question. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question plus en particulier pour Monsieur Kérisel. Kérisel peut-être. Kérisel, très bien. Simplement, donc vous avez déjà fait des startups avant et je voulais savoir quand est-ce que vous prenez la décision de vendre votre startup ou de la quitter parce que c'est un peu votre bébé quoi. Et enfin, qu'est-ce qui motive cette décision? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous la racheter? Est-ce que c'est vous voulez changer de projet? Voilà. Super bonne question. Il y a un point qu'on n'a pas abordé dans l'entrepreneuriat. Il y a un document qui est essentiel. C'est le pacte d'actionnaires quand vous montez une société si vous êtes associé. Le pacte d'actionnaires, en fait, c'est votre contrat de mariage avec votre associé. Et dans le cas de mes anciennes startups, en fait, dans le pacte d'actionnaires, en fait, il y en a un où j'étais obligé de sortir parce que j'étais un des petits actionnaires. Donc c'est Charles qui avait fondé la boîte et j'étais pas le fondateur, j'étais rentré en cours de route. Donc le fonds qui est rentré m'a sorti parce que j'étais un petit actionnaire, mais j'étais ravi parce que je sortais sur la valorisation. On faisait un LBO, une levée de fonds, et je sortais, donc tant mieux. La deuxième fois, quand on a monté TradeLab,
On était chez l'avocat on a commencé TradeLab avec 1 000 € de capital dans 9 mètres carrés. On était chez l'avocat pour signer le pacte d'actionnaires justement avec Johan Dupasquier qui était mon associé. En rigolant, on avait signé dans le pacte une clause qui disait que si on avait une offre à plus de 50 millions d'euros, on était obligé de vendre. Et en fait, on a eu une offre à 100 millions, donc du coup, on a été obligé de vendre. Donc on s'y attendait pas, mais factuellement, j'étais obligé. Pourquoi en fait je l'ai fait? Parce que je m'apercevais que il y avait une évolution de marché. Le premier, c'était l'email marketing où il y avait les gens qui ouvraient de moins en moins leurs mails, donc il était temps de vendre avant que les spammers arrivent trop et que justement les boîtes mail interdisent de plus en plus l'email marketing. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a un moment time to market où il faut savoir quel navire avant que ça s'effondre. Et la deuxième, parce qu'on ne pouvait pas croître davantage sans un énorme investissement et en laissant les rênes à Webedia, qui a investi 150 millions dans un autre groupe, enfin, qui nous a donné un chèque pour acheter un autre groupe qui s'appelait Jellyfish. Nous, on n'aurait pas pu le faire seul. Donc, ils nous ont dit, bon, ben, merci les gars, vous avez fait du bon boulot. Maintenant, on va faire de cette boîte un groupe mondial. Donc, c'est, j'ai aucun regret à me dire, j'étais pas là au moment où c'est devenu une licorne. C'était plus, ok, j'ai fait le boulot. Personnellement, on peut pas la pousser plus loin. Donc, eux, ils vont créer le jump et ce qu'on va prendre, tous les associés, donc on n'a pas pris 100 millions, hein, je te rassure, pas chacun. Mais parce qu'on avait beaucoup d'investisseurs, on avait fait des levées de fonds, on s'était fait diluer. Euh, mais ça nous a permis quand même une certaine garantie de monter d'autres projets à côté. Mais vraiment, la philosophie, c'est ça, c'est de se dire, OK, bon, j'ai mon bébé, il est arrivé à un moment où un autre va pouvoir le faire grandir plus que moi. Bah non, enfin, je suis pas associé fondateur, je suis pas dans le pacte d'associés, donc je sais pas ce qui s'est écrit dedans. Oui, ouais, je vois l'évolution et je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est super intelligent et important de se dire que quelqu'un d'autre pourra le faire mieux que ce que j'ai fait. Et je pense que les fondateurs de Voltaire seraient d'accord avec ça. Si demain ils trouvent des personnes qui arrivent à mieux faire évoluer le projet que ce que nous on a fait, je pense qu'ils n'ont pas de problème pour vendre. Parce que la vision, si elle est partagée, bah, normalement, il n'y a pas de souci de passation entre guillemets. Après, enfin, personnellement, du coup, non, j'ai pas trop pu expérimenter ça de revendre une boîte. Peut-être un jour, mais ouais, dans le cas de Voltaire, entre guillemets, c'est ça, quoi. Alors, j'avais une question qui peut paraître un peu naïve à première vue, mais qui sous-tend une autre question. Alors, c'est bon, pour la solution de Stylae, pourquoi pas juste recharger des bouteilles qui existeraient déjà d'un point de vue durable? Et ça sous-tend une deuxième question, là où ça concerne un peu tout le monde, c'est dans l'entrepreneuriat durable, qu'est-ce qui vient en premier? C'est la volonté d'entreprendre et du coup, on va voir qu'il y a telle législation et entre guillemets, surfer un peu sur la vague de l'État est en train de changer, donc ils imposent des législations plus durables et nous, en tant qu'entrepreneurs, on va vouloir changer cela? Ou est-ce que c'est une véritable vision? Je vais dans cet hôtel, je vois ce truc et je me dis non, c'est pas possible, il faut que je change et je réfléchis à la solution la plus durable. Ou du coup, est-ce que c'est parce qu'il y a telle techno qui existe à l'ESPCI qu'on l'utilise alors qu'il y a potentiellement d'autres technos qui seraient plus adaptés? Voilà. Très bonne question. Alors, il existe d'autres technos. Il existe le sucre de canne qui remplace le maïs, le plastique, le maïs aussi. Tout ça, ce sont des solutions qui sont plus chères. Donc pour l'hôtelier, ça veut dire avoir une solution durable, mais qui est plus chère que les petites bouteilles qu'il a en ce moment. Nous, on apporte une solution qui est moins chère ou au même prix. Et c'est dans les deltas que j'évoquais dans ma première prise de parole, c'est-à-dire avoir un projet qui était rentable économiquement dans son développement et pour l'acheteur final. Donc c'est pour ça. Et en termes de design aussi, parce que quand tu vois NB, c'est extraordinaire. On a la chance d'avoir comme designer Mathieu Lehanner qui a dessiné la flamme olympique et la vasque olympique pour les JO de Paris 2024. Euh, et en fait, il dessine un socle qui est exceptionnel et qui va transformer justement l'utilisation de ces billes et qui va les rendre visuellement pour un palace, parce qu'on vise les 4 étoiles et les 4-5 étoiles pour l'instant. Donc voilà. Mais c'est surtout une question de prix de revient pour l'acheteur final qui est l'hôtelier.
Alors, ça, c'est un deuxième projet parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des grosses normes sur la contamination justement des recharges parce qu'il faut des machines spéciales pour pouvoir laver justement les contenants et les hôteliers ne sont pas équipés. Donc, souvent, en fait, quand ils achètent, on a vu des recharges en marbre splendide, là, un salon du packaging, et on leur demandait, mais comment on les lavait? Ils disaient, ah, ben, bon, avec de l'eau chaude. Et on fait, non, en fait, il faut que ça soit lavé à 80 degrés au minimum. Il y a une norme légale. Donc, ce n'était pas appliqué. Donc, c'est une solution justement pour rester dans la loi et que ça soit un coût intéressant pour l'hôtelier. Peut-être pour répondre du coup à ta deuxième question, je pense que les entreprises, enfin, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça peut être une raison pour justement avoir un certain impact. Euh, Comment dire? Je pense que euh, je sais plus exactement ce que c'était. Euh, Enfin, pour Voltaire, l'idée, elle est. Je sais pas qu'on a surfé sur la vibe de se dire, OK, il y a un tas d'argent à chercher là-dedans, parce que de base, les lois étaient contre nous. De base, la seconde vie, c'est quelque chose de compliqué, les choses sont pas mises en place par rapport à ça. Je me souviens, j'ai même envoyé un message à un mec qui était du milieu. Il m'a fait, OK, bon courage les gars, parce que la seconde vie, c'est trop compliqué par rapport à la législation pour arriver là-dedans. Et donc, en faisant de la communication, en faisant de lobbying, tout ce qu'on disait tout à l'heure, et en créant un peu comme ça, des groupes de parole auxquels Maxime, du coup, notre CEO, a créé et qui a réuni tous les acteurs de la batterie, on arrive à faire évoluer les choses, à les changer. Mais de la base, le postulat du coup des 80% d'énergie restant est arrivé. Et aussi, du coup, Alban, donc sa première entreprise, c'est une entreprise qui reconditionne des Macs. Et les reconditionneurs d'ordi, ils ont pour ordre, lorsqu'ils testent la batterie et qu'elle est inférieure à 80% d'énergie, ils la jettent. Donc là, Alban, il s'est dit, bah, OK, moi j'ai un gisement de batterie qui est énorme, je les envoie à la poubelle toutes les semaines. Mais nous, on en fait quelque chose. Donc là, c'est né plus d'un constat qu'il a fait lui-même, plutôt que de se dire, OK, le marché de la batterie est en train de bouger, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, c'était plutôt dans ce sens-là chez Voltaire que ça a été amené. Alors, encore une fois, je fais du cabotinage. On avait un prof APC qui nous disait pour entreprendre, il faut un besoin. Et donc, le but de celui qui veut faire la startup, c'est de créer un besoin. Donc, ça, c'est une vision acceptable. Après, pour ce qui est de Géosophie, nous, nos concurrents, en fait, c'est les gaziers. Donc, c'est pas très opportuniste, on va dire, comme façon de voir les choses. Là, en fait, pour le coup, Alice avait une vraie volonté, en fait, de travailler à sortir des vecteurs fossiles. Et de toute façon, en fait, je pense que ça se voit dans les marchés, en fait, l'évolution. Après, je pense qu'il y a aussi pour pouvoir se motiver à prendre le risque tout seul, il faut aimer entreprendre et aimer le risque. Donc, je crois que c'est souvent la combinaison des deux. Et, et là où je reviens sur l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est bah, comme par exemple pour Voltaire, bah, la solution n'existe pas, il faut bien que quelqu'un la fasse. Bah, du coup, il faut la faire. Voilà. On peut peut-être prendre une dernière question et puis ensuite on ira. Ouais. Oui, alors moi je me demandais du coup, comme on est dans un cadre où on va vraisemblablement vers une décroissance tôt ou tard, qu'elle soit subie ou choisie, quelle va être la place des entreprises du coup, puisque enfin, le mode de vie qu'on a est pas durable et on doit quand même aller à l'inverse de ça vraisemblablement. Mais en même temps, comme on a une concurrence qui elle, n'a pas du tout les mêmes objectifs, qui a des moyens qui sont beaucoup plus grands, et comme en même temps on se heurte à des limites temporelles qui sont quand même très tôt, quoi, finalement, euh, il doit y avoir forcément un travail avec l'aspect politique et législatif. Et est-ce que par l'entrepreneuriat, vous arrivez à avoir un impact sur la politique, sur les législations, pour justement essayer de avoir plus d'impact par rapport aux concurrents qui, eux, ont beaucoup plus de moyens et forcément n'ont pas du tout les mêmes objectifs que vous qui sont dans l'entrepreneuriat durable, quoi.
Bonjour. Du coup, il y a deux solutions. Soit on va élever des chèvres dans le Larzac. Non, je plaisante. Pour reparler de Géosophie, donc Géosophie est membre de France Géoénergie et de l'AFPG, donc l'Association française des professionnels de la géoénergie. Souvent, ces sigles, c'est des défenseurs d'intérêts ou des lobbies. Voilà. Et typiquement, il y a effectivement un travail de pédagogie souvent qui se fait auprès des élus, parce que souvent, les députés, c'est des gens qui sont comme vous et moi, ou en fait qui sont pas forcément assimilés ou acculturés à la géoénergie. Enfin, je parle vraiment pour le coup de la géoénergie. Et dans notre cas, on estime que la géoénergie, c'est quand même une bonne solution dans la mesure où on a envie de limiter le réchauffement à 4 degrés à l'horizon 2100. Et du coup, donc l'intérêt en fait de ces groupements d'intérêts, de ces lobbies, on va les appeler comme ça, parce que c'est le cas, c'est notamment de produire, donc quand je disais la start-up vient produire là où l'État n'est pas là, en fait, la production d'expertise, des études, du calcul de décarbonation, du calcul de réduction d'émissions CO2, de toute la prospective de comment on va faire la formation pour la filière, parce qu'il faut faire des packs, il faut prévoir qu'il y aura de l'électricité, il faut imaginer un mix énergétique qui va permettre de faire du chaud et du froid. Faut regarder comment la législation aujourd'hui permet de mettre en valeur ou pas, parce qu'il y a pour le coup des politiques incitatives. Par exemple, le fonds chaleur, vous avez dû en entendre parler récemment. En fait, le fonds chaleur, c'est super important parce que c'est une subvention qui va venir motiver les porteurs de projets, donc que ce soit des clients privés qui ne sont pas des énormes foncières, ou bien par exemple aussi des collectivités qui aujourd'hui se posent la question, on est dans le cadre d'une rénovation de bâtiment, est-ce qu'on réinstalle une chaudière fioul ou gaz, ou bien est-ce qu'on essaie de faire un réseau de chaleur, sachant que ça se chiffre à 5 millions ou 1,5 million, et que par exemple, quand on est la commune de la Chapelle de Brin en Bretagne, on n'a pas les sous, tu vois. Et donc, typiquement, le fonds chaleur, donc c'est tout plein de dispositifs. Souvent, c'est à l'initiative de ces groupements d'intérêts-là, donc de ces lobbies-là, qui vont dire, en fait, il faut tel et tel investissement, donc il faut que ce soit des politiques incitatives, comme aussi on peut avoir des politiques coercitives, donc notamment dans la RE 2020. Aujourd'hui, on est quand même en train d'obliger le parc locatif, par exemple, à sortir du vecteur de gaz et interdire les chaudières gaz dans les immeubles et les collectivités à l'horizon 2030, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, il y a vraiment ce jeu qui se fait, sachant que donc c'est un peu une énorme arène, il faut imaginer, parce que comme à la commission ou à l'Assemblée, où en fait, il y a tous les lobbies de tous les royaumes de France et de Navarre. Donc, typiquement, il y a aussi les lobbies du gaz qui viennent. Et le but du jeu, en fait, c'est de qui c'est qui va réussir à mieux lobbyer que l'autre. Bon, là, il s'avère que pour le coup, le fait qu'il fasse chaud en été, ça nous arrange un peu plus nous que eux. Et après, il y a aussi tout le travail qui se fait, donc pas seulement au niveau des instances, mais aussi au niveau des collectivités, parce qu'en fait, l'exécutif, c'est le maire qui va lui décider de si je veux alimenter ma piscine avec de la géothermie. Et là, pour le coup, il y a tout un travail d'acculturation qui est assez intéressant dans le cadre d'une décentralisation politique, parce qu'il faut arrêter de penser aussi, genre, on est à Paris, on a les meilleurs labos, on fait les meilleures recherches, et on va leur envoyer qu'il faut faire ça, parce que c'est bien. Non, souvent, bâtiment, là, je reprends une activité de France Géo, où il y a eu le Tour de France de la géoénergie, où en fait tout le monde est allé se déplacer. Enfin, moi j'ai été à Montbrison, c'est trop cool. Ils ont un fromage qui s'appelle la forme de Montbrison, c'est très bon. Mais c'est loin. Et en fait, il faut aller discuter donc avec le maire, avec les personnes qui sont les directeurs techniciens. Il faut aussi que d'autres maires puissent venir et s'assurer qu'en fait que les deux trous à 40 mètres, là, ils vont effectivement faire du chaud et du froid et que c'est pas une arnaque. Et donc, il y a tout un projet de concertation, en fait, et de mettre en dialogue différents REX. Et ça, pour le coup, c'est le travail de ces lobbies. Sur la question décroissante, oui. La question, encore une fois, c'est comment on fait. Personnellement, je pense que on va pas. Enfin, c'est très cynique. Et je me fais vraiment l'avocat du diable, mais je me vois mal. Est-ce qu'on imaginerait qu'une entreprise dont le but c'est de croître accepte de décroître? C'est compliqué. Donc, ça va pas forcément venir des entreprises. Bon, sauf si on est une entreprise à mission, mais encore une fois, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le CA qui considère, qui chiffre le succès. Donc, s'il y a un changement de paradigme à avoir, et ça, ce serait très utopiste, on va dire, d'attendre que ça sorte de la partie des gens qu'il faut qu'on régule. Voilà. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Ouais, non, je pense que c'est important comme je disais tout à l'heure, faire des groupes de parole, commencer à en parler petit à petit. Au début, on en parle à 10, après on en parle à 20, et en fait, au fur et à mesure, ça va arriver dans les oreilles des politiques. Et comme ils seront déjà venus vous voir ou ils auront déjà entendu parler de vous, et ben derrière, ils mettront des choses en place pour que ça aille dans votre sens. Mais c'est petit à petit, et c'est vrai que dans le cas de Voltaire, encore une fois,
on a eu la chance d'avoir Petit 1, donc Alban, un des cofondateurs qui était entre guillemets assez connu dans le monde de l'entrepreneuriat à Angers, connaissait bien le maire, tout ça, donc on avait assez rapidement un accès au gouvernement rapide. Petit 2, que Voltaire est également né du fait qu'il a rencontré donc l'ancienne ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, il y a 3-4 ans. Il lui a parlé du projet, elle a été séduite, elle lui a fait go. Donc elle en a déjà parlé un petit peu au ministère. Et petit à petit, en fait, Voltaire a commencé à se faire entendre à Paris. Et maintenant, dès que ils entendent parler de nous, ils se souviennent de nous et ils essayent de faire évoluer les choses. Donc oui, c'est vrai qu'on peut penser que c'est uniquement par les contacts et que malheureusement, si on n'en a pas, on ne peut pas faire grand-chose. Oui et non, parce que comme tout à l'heure disait Clément, c'est important de se montrer, d'en parler, aller faire des salons, aller essayer de faire des interviews dans des journaux pour parler de notre boîte, pour que on ait une exposition médiatique assez grande et que toutes ces infos-là remontent aux oreilles des personnes qui peuvent réellement faire changer et faire bouger les choses, quoi. Un mot super simplement. En fait, si ton innovation, elle apporte quelque chose au débat public, euh, l'État, si il n'a pas d'autre choix que de la prendre. Nous, typiquement, l'État a dit, OK, on interdit les monodoses en plastique parce que c'est des petits plastiques, c'est des petits contenants, mais ils acceptent les grands. Aujourd'hui, si on arrive avec une solution qui permet de remplacer les grands aussi, l'État, s'il dit, OK, il y a une solution pour remplacer les grands qui n'est pas plus cher pour l'hôtelier, OK, on peut interdire les grandes. Mais tu vois, donc du coup, l'innovation dans ce sens-là, oui, elle peut changer les lois. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Euh, et on voyait qu'il y a différents. C'est aussi pour ça qu'on avait invité plusieurs boîtes. C'était pour montrer qu'il existe plusieurs manières de comprendre le problème. Et donc, il y a plusieurs manières de vous engager, vous, ensuite. Et donc, ça, c'est sur la partie professionnelle. Tout à l'heure, on parlait de. Enfin, il y avait la question de l'entreprise. Est-ce que c'est ce modèle-là aussi qui implique euh, les, 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 les sans-issues dans lesquelles on se trouve aujourd'hui? C'est toute une question, les impasses, pardon. Il y a des nouvelles manières de s'organiser qui se montent sur le territoire, des coopératives, plein de choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Mais il existe des nouvelles manières de s'organiser aussi, donc je vous invite à faire des recherches là-dessus. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Peut-être pour la partie personnelle, enfin, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, en fait, il y a aussi moyen de s'engager, de faire changer les choses depuis le point de vue citoyen. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, euh, très important aussi à soutenir. Voilà. Je ne sais pas si on oublie quelque chose. Euh, ouais. Enfin, merci beaucoup d'être venu ce soir écouter la conférence. Et puis on va se diriger vers le SPGG pour voir la magnifique exposition, pour le vernissage de l'exposition du BDA, transformer la boue en or. Voilà, ça peut être un moment d'échange. Et puis il y a un buffet, surtout il y a un buffet. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Je vous remets des petites ressources aussi là-dessus si vous voulez vous renseigner pour les stages et puis pour vos réflexions personnelles. Encore merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Et du coup, ouais, si vous voulez venir faire un tour au vernissage, ça peut être un moment d'échange entre vous et tous les gens qui ont assisté à cette conférence et entre vous et nous. Et si vous n'êtes pas là, on sera là pour discuter aussi. Nous, on y va. Voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Phileas a tout dit. Continuez à vous renseigner sur toutes les alternatives qui existent, c'est super.